Novembre 2014, les équipes de Médecins sans frontières décident de lancer un nouveau projet à Dasht-e-Barchi, à l'ouest de Kaboul, en Afghanistan. Dans la maternité de l'hôpital dit des 100 lits, l'association offre des soins gratuits à des femmes enceintes et des nouveau-nés pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale élevée dans la région. En 2019, la maternité de Dasht-e-Barchi réalise près de 16 000 accouchements. À ce moment-là, c'est un des plus grands projets MSF de ce type dans le monde. Dasht-e-Barchi n'est pas la première mission de Théa Doucet, une jeune infirmière canadienne spécialisée en néonatologie. Elle arrive à Kaboul en janvier 2020, impatiente à l'idée de partager son expérience et d'apprendre auprès des équipes et des patientes sur place. Le 12 mai, elle vient de finir sa visite matinale dans la maternité lorsqu'un groupe d'hommes armés déguisés en policiers pénètre dans l'hôpital, avec pour objectif d'abattre des mères. 16 sont tués de sang-froid, dont 5 en salle d'accouchement. L'attaque coûte également la vie à Mariam Nourzad, une sage-femme afghane qui travaillait avec MSF, à 2 enfants âgés de 7 et 8 ans, et à 6 autres personnes présentes sur les lieux à ce moment-là. À ce jour, elle n'a toujours pas été revendiquée. Les autorités afghanes ont accusé les talibans, tandis que les États-Unis soupçonnent la branche locale du groupe État islamique. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain, qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Théa Doucet raconte l'attaque abjecte de la maternité de Dasht-e-Barchi. Quand je suis arrivée sur le projet, j'ai tout de suite su que c'était l'endroit parfait pour moi. L'hôpital était rempli de mères, de jeunes mamans qui étaient super heureuses d'avoir un bébé, et donc beaucoup de bébés aussi, et énormément de personnel. Dès que je suis entrée dans la maternité, je me souviens surtout de l'accueil très chaleureux de mes collègues. Il y avait vraiment une activité intense à l'intérieur, tout le monde courait partout. Quand tu commences à travailler là, tu réalises vite que c'est vraiment un chaos organisé. Tout le monde a un but, un objectif précis. Tout le monde s'affaire à sa tâche pour fournir les meilleurs soins possibles aux femmes enceintes et aux nouveau-nés qui sont là. En moyenne, on avait 45 accouchements par jour. Et c'est vrai que ça donnait l'impression d'être une usine à bébés. D'ailleurs, c'est la description qu'on m'en avait faite avant que j'arrive. Les journées de Théa sont intenses, rythmées par les accouchements, les gardes et les soins à dispenser. Mais elles commencent toujours de la même façon. Pour moi, la journée type de travail commençait vers 6h30. Je me réveillais et je me préparais pour ma journée. Avant de partir, je me prenais toujours un peu de temps sur le balcon de la maison où on était logé. Il y avait tout le temps des enfants du quartier qui faisaient du cerf-volant sur les toits. Et puis de ce balcon, j'avais une vue magnifique sur les montagnes autour de Kaboul pleines de neige. Du coup, ça me rappelait un peu l'hiver chez moi, au Canada. Donc je prenais un petit-déj rapide sur le balcon et je profitais des montagnes avant d'aller à l'hôpital et de rejoindre mon équipe. La première chose que je faisais en arrivant, c'était la passation entre les infirmières de nuit et les infirmières de jour. J'étais toujours présente pour ça. Je m'assurais que toutes les infos étaient bien transmises, j'identifiais les difficultés ou les imprévus qui s'étaient passés pendant la nuit et qu'il fallait gérer du coup. Le 12 mai a commencé comme tous les autres jours. La seule chose qui était un peu spéciale, c'est que c'était le jour qu'avait choisi l'Organisation mondiale de la santé pour la Journée internationale des infirmières. Donc, ce matin-là, encore plus que d'habitude, j'étais fière d'être infirmière et de travailler pour Médecins sans frontières.
Je venais de finir la passation entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour. Returned back to the guest house where I was living. Et juste après, je suis retournée à la maison parce que j'arrivais pas à me connecter à Internet à l'hôpital. Et il fallait absolument que j'envoie un mail à un collègue en Australie. J'étais en train de refaire mon sac pour repartir à l'hôpital. L'hôpital et la maison où on habitait étaient vraiment l'un à côté de l'autre. Les deux portes étaient quasiment en face, vraiment à quelques mètres. Donc, je suis en train de remplir ma bouteille d'eau et de faire mon sac avant de retourner à la maternité. Normalement, à cette heure-là, je suis à l'intérieur de l'hôpital. C'est un hasard total que je sois dans notre cuisine à ce moment-là. Et là, j'entends les premiers coups de feu. En quelques secondes, l'alarme s'est déclenchée. Avec 3 collègues, on a trouvé une cachette et on y est resté pendant environ 4 heures. J'ai pu appeler un autre collègue et c'est lui qui m'a confirmé que notre maternité était attaquée et qu'à partir de maintenant, on devrait uniquement s'écrire des textos parce que c'était trop dangereux de s'appeler. Il y avait des bruits dans tous les sens, des tirs de mitrailleuses, des explosions, des hurlements qui étaient de plus en plus forts et de plus en plus longs. I laid with my belly and chest to the floor. Je me suis couchée sur le ventre et j'ai vraiment essayé d'être la plus silencieuse possible. Je récitais dans ma tête ce que j'apprends aux équipes pour faire de la réanimation néonatale, le rythme qu'on utilise. Respire, 2, 3, respire, 2, 3. Donc voilà, j'essayais de m'auto-coacher en utilisant des exercices de respiration. Pendant que je faisais ça, les 3 autres personnes avec qui j'étais, elles étaient à genoux et elles priaient, en silence aussi bien sûr, pour que ce cauchemar s'arrête, quoi. Durant les heures qui suivent, Théa et ses collègues ne reçoivent plus que très peu d'informations. Ils ne peuvent qu'imaginer ce qui se passe à l'extérieur de la safe room, la pièce sécurisée où ils ont trouvé refuge. Je suis couchée par terre et je sens que mon cœur se brise en 1000 morceaux quand je pense à ce qui est en train de se passer. Je sais que c'est forcément le pire scénario. Il n'y a pas d'autre possibilité quand on entend des hurlements aussi horribles et tous ces bruits de mitraillettes et d'explosions. C'est évident que ça va être absolument horrible. Donc, on s'écrivait des textos avec mon collègue. Et il me dit que les agents des forces spéciales vont venir et qu'ils vont essayer de nous sortir de là, de nous emmener. Donc vraiment, j'espérais qu'ils arrivent vite. Mais au même moment, les tirs de mitrailleuses sont devenus encore plus forts. J'avais l'impression que la situation empirait encore. Et là, j'entends des coups extrêmement forts, des coups très près de là où je me trouvais. Je suis complètement terrifiée. Donc, j'écris à mon collègue et je lui demande est-ce que c'est eux? Est-ce que ce sont les forces spéciales? Et là, il me répond, je sais pas. Finalement, c'est eux.
ce sont les forces spéciales qui sont en train d'entrer dans la zone où on est. Et ça commence à frapper à la porte. Mais à ce moment-là, on bouge pas. Ça frappe encore. Et là, mon collègue, avec qui j'échangeais par SMS, me parle de l'autre côté de la porte. Je reconnais sa voix immédiatement. Je sais que c'est lui, mais en même temps, j'ai énormément de doutes à ce moment-là. Et du coup, je suis paralysée. C'est sûr que c'est sa voix. Mais bon, est-ce qu'il est vraiment avec les forces spéciales ? Est-ce que les attaquants l'ont pris en otage et qu'il les a emmenés à l'endroit où on était cachés ? Et en même temps, j'entendais encore beaucoup de bruit et d'agitation. Mais je savais qu'il fallait qu'on bouge à un moment. J'étais en sécurité jusque-là, mais je savais que ça ne durerait pas éternellement. Alors je me suis décidée à ouvrir. Et c'était lui. C'était mon collègue. Et derrière lui, des agents des forces spéciales partout. Je finis dans un camion militaire avec un de mes collègues. Je suis encore sous le choc, même si à ce moment-là, je suis à peu près hors de danger. Je suis très stressée parce que j'imagine tous nos collègues qui sont encore coincés dans cet enfer et on n'a pratiquement aucune information. Dans le camion, on est avec des agents des forces spéciales et ils me demandent de maintenir la communication avec mes collègues qui sont encore dans les locaux pour savoir ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient à l'intérieur. J'avais un très vieux téléphone, un vieux Samsung à clapet où il fallait encore utiliser le T9 pour écrire des textos. Moi, je tremble encore comme une feuille. J'aurais déjà eu du mal à utiliser un téléphone normal, alors avec ce vieux truc, autant dire que je reste très très simple. C'est vraiment deux mots genre « ça va », mais pas grand-chose d'autre. Et chaque fois qu'on entend le « ding » et que je lis un message qui dit « on est encore dedans, mais on va bien pour le moment », il y a un grand soupir de soulagement. Et finalement, 6 heures après les premiers coups de feu, on a pu quitter les lieux. À ce moment-là, je me sens extrêmement reconnaissante d'avoir pu être sauvée et de quitter enfin cet enfer. Mais je suis complètement dévastée parce que je sais pertinemment que des patientes, des mamans, des nouveau-nés viennent d'être exécutés. Après la tuerie, les bureaux sont ravagés et la maternité est un bain de sang. MSF redoute d'autres attaques. Décision est prise d'évacuer l'équipe expatriée. Théa retourne alors au Canada. Le plus dur, c'était de ne pas pouvoir dire au revoir à nos collègues afghans avec lesquels je travaillais tous les jours, surtout après des attaques aussi monstrueuses. Bien sûr, il y avait une partie de moi qui était soulagée de partir, même si je partais aussi avec des souvenirs très lourds qu'il fallait gérer. Mais vraiment, le plus difficile, c'était de penser à mes collègues afghans qui allaient rester là. C'était leur pays, et eux, en plus de leurs souvenirs, ils allaient devoir faire face aux traces physiques de l'attaque quand ils passeraient près de l'hôpital. Donc voilà, pour eux, c'était la double peine. Le trauma mental et le fait de rester physiquement là où cette horreur a eu lieu. Moi, au moins, je pouvais m'éloigner et essayer de ne pas y penser.
You know, this is one moment in my life that I'll never C'est un moment que je ne pourrai jamais oublier. Et j'espère que je ne vivrai plus jamais ça. Mais malheureusement, en Afghanistan, cette barbarie, ces horreurs, ce sont des choses quotidiennes. Mes collègues afghans et les patients sur place, ils vont revivre ça. Parce que là-bas, cette violence, c'est tous les jours. Un mois après l'attaque, Médecins sans frontières annonce son retrait de Dashti-Barchi. Une décision lourde de conséquences pour plus d'1 million de personnes qui vivent dans la zone. Ce massacre ne peut être considéré comme un incident tragique et isolé, tant la population hazara présente sur ce territoire fait l'objet d'attaques répétées, tout comme plusieurs organisations d'aide. Depuis 2004, plus de 70 membres du personnel et patients de MSF ont été tués en Afghanistan. Ce bilan inclut le meurtre de 5 employés dans la province de Badghis en 2004 et la destruction de l'hôpital MSF de Kunduz par l'armée de l'air américaine en octobre 2015, qui a fait 42 morts. L'association continue ses autres projets dans le reste du pays, notamment à Herat, auprès des déplacés, grâce à l'engagement des travailleurs humanitaires afghans. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Assia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Leca. Un grand merci à Théa Doucet pour sa confiance. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, y laisser des commentaires et des étoiles, sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.